Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Diasporama, l'espace dédié aux rencontres avec la diaspora algérienne worldwide. Et en cette veille de fête d'indépendance, je vous propose un tour d'horizon sur l'activité mémorielle qu'entreprend notre invitée depuis Paris, l'historienne Naïma Yahi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Naïma, merci d'avoir accepté notre invitation. Et depuis le temps, hein, on va dire les choses comme elles Oui, sont, on se croise c'est assez c'est souvent. un rendez-vous qu'on s'était donné un certain temps. Je suis très heureuse qu'il arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui, effectivement, effectivement. Vous qui êtes très active, je le disais, vous êtes dans les activités mémorielles en rapport avec l'histoire et la culture de l'immigration. Et ben, franchement, hasard de calendrier, nous nous retrouvons en cette veille de fête de l'indépendance entre les deux tours d'élections législatives en France, une élection, on va dire, qui divise beaucoup. Quel est votre sentiment d'ailleurs, hein? Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'actualité. Quel est votre sentiment justement en ce moment dans cette frange de l'histoire et de la politique? Alors c'est très étrange, mais je trouve que ce qu'on est en train de vivre en France est très, très, très impacté par les objets de recherche que je mobilise, c'est-à-dire un récit inclusif des diasporas, et notamment algériennes, puisque c'est la diaspora la plus importante en termes de nombre, mais aussi de Mhm, point de vue historique, et également la question de la mémoire du fait colonial et de la décolonisation, puisqu'on sait que, puisque l'extrême droite aujourd'hui en France est aux portes du pouvoir, qu'elle est portée par une forme de haine atavique qui naît directement de la guerre d'Algérie, puisque ce parti politique, s'il a été fondé par des anciens SS français, il s'est, comment dire, il a cristallisé son objet politique nationaliste et haineux dans le moment important de la guerre d'indépendance algérienne. Et je crois mhm, aujourd'hui qu'en cette veille d'indépendance, le fait de l'indépendance, et entre ces deux tours d'une législative pas comme les autres, résonnent en tout cas les questions l'incapacité de la France à se voir multiculturelle et dont une composante, celle des Algériens, reste manipulée par l'extrême droite pour être rejetée. Et enfin, la mémoire de la guerre d'Algérie, qui continue à agir comme un épouvantail de haine dans ce discours voilà, qui constitue aujourd'hui le socle électoral de l'extrême droite en France, aujourd'hui du Rassemblement national, hier du Front mhm. national d'un certain Jean-Marie Le Pen qui, on le sait, a torturé en Algérie. Donc on a un vrai ancrage dans les sujets qui sont les miens autour de l'immigration et de la mémoire du fait colonial. Mhm. Êtes-vous inquiète aujourd'hui, Naïma? Ah, comment vous dire, chers amis, en Algérie, oui, nous sommes inquiets, très, très, très inquiets, parce que nous savons ce que fait de la démocratie l'extrême droite quand elle a les clés du pouvoir. Ce ne serait pas la première fois que l'extrême droite accède au pouvoir dans un pays occidental par la voie des urnes, mais on ne sait pas ce qu'ensuite elle met en œuvre, et souvent, malheureusement, elle ne respecte pas les institutions et notamment les enjeux liés à l'égalité, aux droits de l'homme, à des rapports j'allais dire, de fraternité, d'échange avec les autres pays. Et surtout, elle persécute Mhm. ces minorités. Parmi elles, il y a une minorité qui continue à nourrir tous les fantasmes. C'est l'immigration maghrébine en général et algérienne en particulier. Oui. Alors, vous êtes, je l'ai dit, historienne, vous êtes chercheur à l'Université Côte d'Azur, d'accord? Vous êtes membre de la commission STORA sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Et alors, vous, j'ai envie de dire, vous abordez les questions de l'histoire et de l'immigration, ce que j'aime bien chez vous d'ailleurs, sous un angle plutôt fun, on va dire, puisque vous intéressez beaucoup à la musique. Bon, en tout cas, vous traitez, vous avez toujours ces questions-là en toile de fond. En toile de fond, il y a la musique. Et il est vrai que la musique, les chants de l'exil, la poésie, eh ben, ce sont des choses qui ont toujours accompagné les immigrés et qui racontent l'histoire. Ce sont de véritables sources de documentation
pour des chercheurs et pour une chercheure, par exemple, comme vous. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes allé vers la musique et vers le culturel en Alors, juste général? une toute petite précision pour nos Oui, téléspectateurs. J'ai fait partie de la commission de Benjamin Stora dans sa première version, avant que le comité d'historiens franco-algériens ne se mette en œuvre. Donc, juste pour d'accord. cette petite précision. Pour répondre à votre question, le pourquoi, bon, vous évoquez ce qui aujourd'hui est saillant dans mon travail, c'est la musique. Plus largement, moi, j'ai porté on peut dire le premier doctorat d'histoire sur les apports culturels de l'immigration, et en l'occurrence des artistes algériens en France. Ensuite, j'ai eu une Mhm, activité d'autrice et de responsable associative au sein desquelles j'ai déployé des comédies musicales, des expositions ou de la direction artistique de festivals. Et dans ce cadre-là, pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi, je reprendrai le regretté par nous tous écrivain Kateb Yassine, qui disait que quand il écrivait en français, il parlait par-dessus la tête de son peuple, parce que les Algériens n'avaient pas été à l'école, ils ne lisaient pas forcément ses livres, et lui, il avait proposé du théâtre oral, enregistré sur des cassettes autour de l'exil et de l'émigration dans les années 70. Eh bien, mhm, moi, c'est un peu la même démarche. Moi-même, je suis issue de l'immigration algérienne. Mes parents sont venus en France après 62. Et moi, je suis née en France. Et en fait, ce que j'ai remarqué, un peu si je fais de l'égo-histoire, c'est que nos parents souvent étaient dans un angle mort quand on parlait des apports culturels, y compris des Algériens en France. Même, même si on n'en parle pas tellement, pour peu qu'on en parlait, on se limitait aux livres, à la littérature de langue française, même mhm, pas francophone et encore moins la chanson de variété qui, pour moi, est la poésie du pauvre. Pour moi, est l'héritage du patrimoine oral algérien qui a survécu à l'horreur du colonialisme. Et pour mhm, moi, c'est important dans le travail de doctorat que j'ai mis en œuvre, qui ne traitait pas que de musique, ça traitait de littérature, de beaux-arts, de spectacles vivants, de cinéma, l'histoire des représentations, pour faire simple. Le matériau pour faire l'histoire qu'a été la chanson de variété de l'exil a été un champ vous voyez, au sens propre et figuré, extrêmement intéressant de recherche, puisque c'était à défricher. Jusque la personne s'est intéressée à ça, c'était pas digne d'intérêt, dirons-nous. mhm. Et, Oui, et en travaillant sur ces questions, là, c'est plutôt une anecdote plus personnelle. Quand j'ai défendu ma thèse de doctorat pour ma soutenance, j'ai pu dire que pour la première fois, mes parents, qui sont des Algériens lambda ouvriers, qui n'ont pas été forcément instruits, pour la première fois, mes parents ont pu m'aider à faire mes devoirs à l'école. Parce que c'était une culture qui maîtrisait beaucoup mieux que mes directeurs de recherche ou que mon ouais, jury de doctorat. Et donc, cette volonté, je pense, cette impensée un peu névrotique personnelle, a fait que j'ai beaucoup travaillé la question de l'oralité et de la chanson de variété aussi parce qu'elle nous raconte de l'intérieur les pensées intimes et le processus d'enracinement des diasporas algériennes sur plusieurs générations. Et c'est aussi oui, celle qui parle à tous parce que elle donne une voix aux sans-voix qu'ont été ces forçats des Trente Glorieuses et également leurs épouses qui ont embrassé l'exil de leur mari dans le cadre du regroupement familial le plus souvent et qu'on n'a pas voulu voir ni entendre, surtout quand régnait le mythe du retour, entretenu à la fois par l'Algérie et par la France, où à la fin oui. des années 70, il était écrit qu'il fallait rentrer. Oui. Alors, ne me libérez pas, je m'en charge, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce titre et cette comédie musicale qui raconte, d'ailleurs, c'est un sujet assez rare, hein, l'immigration féminine. Hein? Donc, déjà que le travail sur l'immigration algérienne est donc ce travail est très faible, très peu de documentaires ou de films ou de livres. Enfin, il y en a bien sûr, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez au vu de la population, du nombre de la population immigrée, de la charge historique. Mais alors là, l'immigration féminine, encore moins. Et vous, vous avez osé aborder ce sujet. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine pour ces femmes qui, Oui, qui- oui, 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 parce que la plus invisible que l'immigré, il y a son épouse, oui, qu'on ne veut pas voir parce qu'elle n'est pas dans l'espace public. À l'époque, elle n'était pas dans l'espace du monde du travail. Avant, l'immigré, en termes de représentation, n'existait qu'à travers
son casque de chantier. C'était le travailleur immigré. Il avait une mhm, fonction sociale. Il n'était légitime dans ce pays qu'est la France que parce qu'il venait y travailler. À partir du moment où il perdait son emploi, il devait repartir. Et à partir du moment où la femme n'occupait pas d'emploi, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs sont des entrepreneuses d'origine algérienne. Mais à l'époque, les femmes étaient femmes au foyer, elles s'occupaient des enfants, elles géraient le quotidien du logis et elles ont traversé ces décennies douloureusement. Elles ont dû se battre aussi, comme les Algériennes d'Algérie, pour leur émancipation par rapport à certaines normes culturelles et patriarcales qui persistent en exil et qui, bizarrement, ou même, j'allais dire naturellement, évoluent moins vite qu'en Algérie. Des combats, par exemple, féministes en Algérie ont avancé plus vite pour les femmes algériennes que celles enfermées dans leur exil, dans une espèce d'Algérie figée du jour du mhm. départ pour l'exil. Et donc, c'est des femmes qui sont restées dans un isolement et dans des situations d'une Algérie fantasmée qui était celle des années 60, alors qu'elles ont vécu 40, 50 ans aujourd'hui en exil. Et donc, c'est C'est cette assez histoire. paradoxal, hein, c'est assez paradoxal. En fait, C'est l'émancipation, le mouvement de libération de la femme est venu d'Europe vers nos pays, d'accord? Donc, on se l'est approprié comme on a pu, chacune et chacun à oui. son niveau, mais alors pas en France, pas Elles chez se les sont populations battues, hein. Je immigrées. ne dis pas qu'il n'y a pas eu de mobilisation, et d'ailleurs le spectacle le Oui, raconte, mais il y a eu des mobilisations, comme les Algériennes d'ailleurs, par exemple sur le Code de la famille. Par exemple, au moment du 17 octobre 61, les femmes algériennes sont descendues dans les rues à Paris et dans toute la France. Donc je ne dis pas qu'elles sont des victimes silencieuses qui ne se seraient pas mobilisées. oui, bien sûr. Néanmoins, Mhm, elles vivent dans un entre-soi parfois communautaire lié à une forme de peur, peur identitaire de se dissoudre en exil, qui fait qu'elles chérissent parfois des normes, on va dire, villageoises et patriarcales qui ont tendance à s'ouvrir ou en tout cas à évoluer dans le pays d'origine parce qu'elles entretiennent le souvenir douloureux de cet exil. Et elles, mhm, elles y sont aussi parfois forcées dans une relation liée à un groupe social dominé par le souvenir d'un rapport homme-femme qui date du moment de l'exil, en fait. Et la mhm, situation, là, je ne vais pas faire la sociologie de bazar, mais la situation de relégation des papas, des maris, qui parfois subissent les colibés racistes, les violences sociales, le chômage, les brimades sécuritaires ou raciales, font d'eux parfois des tyrans domestiques dans leur foyer parce que, ils ont perdu toute dignité dans l'espace public et dans l'espace de l'emploi ou du travail en général. Et donc cette réalité ne permet pas d'ouvrir un espace d'émancipation qui va de soi. Et c'est-à-dire ce conflit de loyauté par rapport au pays d'origine et la société d'accueil a rendu la tâche plus dure pour les femmes isolées dans leur exil, qui n'ont pas toujours eu les ressources, même en termes d'instruction, pour s'organiser en association, dans des espaces d'expression. Elles ont été invisibilisées. Et je pense que notre génération, si elle avait une mission, puisque moi j'appartiens à la génération qu'on a appelée la génération beurre, c'est la deuxième génération. Je pense que notre génération, si elle a une mission à accomplir, c'est celle de raconter ses parents. mhm, C'est celle de leur rendre hommage et rendre justice et surtout de revendiquer leur héritage. Parce que nous sommes pas seulement issus de l'immigration, nous sommes héritiers de l'immigration. Et pour être héritier, mhm, il faut un patrimoine. Et le fait que nous ayons grandi en France dans un modèle d'intégration qui est celui de la France, surtout nous, enfants d'Algériens, on nous a enfermés dans un narratif où on nous faisait croire qu'on devait tout à la France, à l'école de la République, et que nos parents étaient des espèces d'ouvriers, de forçats du travail qui n'avaient rien à nous apporter et qu'il fallait tourner le dos à cette filiation quasiment et qu'on deviendrait des gentils bons petits Français. On voit aujourd'hui avec l'avènement des idées et du parti de la haine qu'est le Rassemblement national, que ça ne suffit pas et que la racialisation des rapports sociaux, elle n'est pas le fait des enfants d'immigrés ou des immigrés eux-mêmes, elle est bien le fait du regard de la société française. Donc on ne sera jamais assez français, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, mhm.
par rapport à ces cultures d'origine, à ces langues, à ces imaginaires. Et donc, moi, mon combat, pour faire simple, c'est de changer le narratif français pour qu'on voit la silhouette de nos aïeux. Parce que quand on est d'origine algérienne, la plupart du temps, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ont travaillé dans les usines, même s'ils ne sont pas toujours restés, ils sont rentrés en Algérie. C'est la génération de nos parents souvent qui sont revenus. Je trouve que nous avons une mémoire hémiplégique quand on est un franco-algérien. La partie algérienne de cette présence en France, elle est encore embryonnaire. La richesse de la présence algérienne dans l'hexagone colonial, puis post-colonial, reste encore à raconter. Oui. Alors, j'ai envie de parler de diffusion parce que en matière de production, je disais, vous êtes très active, donc ça passe par le livre, ça passe par les expositions, par le spectacle vivant, Barbès Café, hein, pour citer encore un autre spectacle qui raconte l'immigration algérienne à travers la chanson, avec Méziane Azaïch, donc du Cabaret Sauvage. Euh, on pourrait en citer d'autres, hein, votre festival, votre Felfel Festival, vous allez nous présenter tout à l'heure. Il y a la production et il y a la diffusion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent dans nos émissions, dans Diasporama justement, euh, beaucoup se plaignent que l'information ne circule pas, que le travail qui est fait dans ce sens ne soit pas assez visible, que les canaux de diffusion ne soient pas assez nombreux, assez étoffés. Est-ce que vous êtes d'accord? En, en partie, oui, je fais le même Mhm. diagnostic, mais il y a une raison à ça. Donc, il faut changer de stratégie. Ah, Nous, la difficulté, c'est qu'il faut qu'on assume le fait qu'on est français, tout en étant extrêmement fiers et très attachés au fait que nous soyons algériens. Nous sommes surtout français, pas parce que la France serait mieux que l'Algérie ou le contraire. On ne va pas choisir. C'est que factuellement, on vit en France. Moi, j'aime citer Rachida qui disait français tous les jours et algérien pour toujours. Ça nous résume plutôt pas mal. C'est que notre mhm, quotidien, il est ici. Donc, c'est ici qu'on doit changer le jeu, si j'ose dire. Et mhm, souvent, quand on est sur ces objets de patrimoine et de récit, on ne veut pas toujours nous entendre ou nous voir. Ou on n'atteint pas toujours le grand public, parce que nous, on ne s'adresse pas qu'à nos congénères, on s'adresse à toute la société française. Nous, on veut changer le regard. Et on voit à quel point c'est important quand on voit que l'extrême droite est hégémonique en termes d'idéologie, de discours. mhm. Et les médias mainstream ne veulent pas toujours comprendre ou n'ont pas les ressources pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce Oui, qu'elles ont des modalités de recrutement assez uniformes. Les gens issus de nos communautés, de nos quartiers, ou ne serait-ce que les gens qui viennent des quartiers populaires, qui ne sont pas forcément d'origine étrangère, mais qui connaissent ces cultures-là, si on les retrouvait plus souvent à la télévision, dans les médias ou dans les institutions, elles seraient plus faciles d'accès pour nos projets. Une fois qu'on a dit oui, ça, il y a quand même des choses qui bougent. Et souvent, et je parle des plus jeunes, parce que moi j'ai la quarantaine, mais les plus jeunes ont d'autres canaux que nous, on n'avait pas quand on avait 20 ans. Ils ont les réseaux sociaux. Ils ont aussi oui. des outils audiovisuels plus faciles d'accès pour produire leur propre support audiovisuel. Ils ont Mhm, en gros beaucoup plus d'outils que moi j'ai pu avoir il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, moi-même, je peux mobiliser avec moins d'agilité que ces jeunes contributeurs. Moi, j'essaie d'avoir une approche institutionnelle, c'est-à-dire que je ne travaille pas seule dans mon coin. Puisque j'ai l'ambition de toucher le plus grand nombre, je travaille au plus près des institutions culturelles françaises. Vous évoquiez tout à l'heure le festival Felfel qu'on a créé l'année dernière, donc dédié aux cultures maghrébines en France, avec des concerts, des moments d'interaction, des rencontres littéraires, des projections débats, des moments de convivialité. Tout ça, c'est possible parce que je travaille avec des institutions. Là, en l'occurrence, c'était l'Institut du monde arabe et la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et pourquoi c'est important? C'est aussi important de ne pas aller que vers l'Institut du monde arabe. Et à l'appui de l'Institut du monde arabe, j'ai pu travailler avec une institution internationalement reconnue dans l'art contemporain qui s'est penchée sur les questions patrimoniales dont on parlait tout à l'heure. Et c'est grâce à leur réseau, leur impact et leur crédibilité qu'on sort de notre ghetto communautaire, qu'on peut toucher des gens qui découvrent, qui apprécient et qui partagent avec nous
les richesses de nos imaginaires, de nos langues, de nos apports, de nos patrimoines, qui eux-mêmes ne sont pas dans la pureté authentique du pays d'origine, mais qui sont déjà acculturés à la société française. C'est une histoire de France, donc c'est normal qu'on la partage avec l'ensemble des gens qui vivent en France, qu'ils soient français ou Oui. étrangers. Moi, c'est ma Mhm. démarche, mais ce n'est possible que quand on déjoue le plafond de béton qui existe quand on parle de ces cultures-là. Mhm. Alors, bien sûr, la communauté algérienne de France, en France, est la communauté étrangère la plus importante en nombre. Euh, on parle de 6 millions, 7 millions d'Algériens en France. Je ne sais quel est le On est, chiffre officiel. on est plus sur 4 millions sur plusieurs générations et Oui. la recension de 2019 de l'INSEE Mhm. évoque environ 2 millions, 2 millions et 100 000 personnes, 2,1 millions d'Algériens ou de Franco-Algériens. Mais si on prend ça sur, on va dire, sur allez, 4-5 générations, on est plus un peu au-dessus de 4 millions de personnes. D'accord. Ah oui, bah alors je ne sais pas pourquoi Pour je les dis 6 et 6 7 millions, millions, c'est c'est tous les Maghrébins confondus. C'est les ah trois pays du d'accord. Maghreb. C'est à peu près Ouais. 1 million 600 000 Marocains et à peu près 600 000 Tunisiens. Donc on est dans ces eaux-là. On est D'accord. 6 et 7 millions, mais c'est souvent le chiffre qu'on donne pour parler des musulmans en France, en fait. Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce qui manque à la communauté algérienne, qui est très importante en France, euh, pour se constituer en véritable diaspora, en véritable lobby qui servirait les intérêts de la communauté algérienne en France, avec les Algériennes d'Algérie et peut-être aussi worldwide, comme certains essaient de le faire, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas être assez organisés, d'être nombreux, mais pas organisés. Qu'est-ce que vous en pensez, Naïma? Écoutez, je pense que c'est en train de bouger pas mal. Il y a pas mal de réseaux Mhm. de diaspora qui se mettent en œuvre dans le champ du business, dans le champ culturel. Moi, je pense que ce qui manquerait aux Franco-Algériens ou aux Algériens de France, bah, c'est déjà d'être heureux d'être d'origine algérienne, que ce ne soit pas en conflit avec leur identité française. Parce qu'aujourd'hui, on voit Oui, bien, ça ne sert à rien de nier ou d'effacer ou d'édulcorer sa part algérienne. Et je ne parle pas de biologie, je parle vraiment d'héritage, d'imaginaire, de culture, de lien d'ascendance. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis foncièrement française. De fait, hein, j'ai grandi dans le Nord, euh, je connais mieux l'histoire de France que l'histoire de l'Algérie, mais ça, c'est encore un autre problème. Je suis plus familière des paysages de la France hexagonale que de l'Algérie, même si j'aime l'Algérie à en mourir. C'est pas, la question ne se pose pas. En fait, ça se voit, hein. c'est gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais citer Kateb Yassine, qui disait que le mot beurre était détestable parce qu'il mettait en concurrence la France et l'Algérie. Et je pense que c'est le drame par rapport à votre question. C'est-à-dire que on nous interpelle toujours sur une forme d'allégeance. Il faudrait Oui, très patte blanche dire qu'on est un vrai Français. D'ailleurs, on ne trahira pas la France pour l'Algérie. Vous avez entendu parler de ces discours d'extrême droite sur les binationaux. Ils osent prendre des exemples comme les franco-uruguayens, ou bien sûr, ça court les rues, les franco-uruguayens, nous le savons, ou les franco-suisses, mais ils visent les franco-algériens avant tout, ou les franco-marocains, oui, ou ils visent pas les franco-espagnols, ils visent les franco-sénégalais. En gros, ils visent toutes les communautés post-coloniales, noires et arabes. c'est ça. C'est le drame. Mhm. Donc, ce qui manquerait aux Algériens, ils sont capables de s'organiser, de faire des grandes choses et d'être ce pont et cette main tendue, cette force qui permet à la France et l'Algérie de s'entraider, de s'apprécier et de marcher ensemble vers un avenir de paix et d'échange. Mais ce ne sera possible que quand les Franco-Algériens assumeront qu'ils sont Franco-Algériens, qu'ils sont riches de cette double identité, double culture et qu'ils sont 100% français, pas 50%. Et ils sont 100% algériens, pas 50%. Moi, on ne pourra pas me dire que je ne suis pas tout à fait algérienne ou je ne suis pas tout à fait française. Je pense que les identités s'additionnent. Elles ne se Mhm. soustraient pas. Et si les Mhm. Algériens de France ou les Franco-Algériens assument et célèbrent cette double identité, rien ne pourra les arrêter. Ils ont besoin de personne. Euh, vous allez aux États-Unis, vous avez un musée des Arabes américains. Ça s'appelle
Arab American Museum. Ils assument d'être des Arabes et d'être des Américains. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Et vous verriez, leur musée, il est immense. Il est à Detroit. Et il est extraordinaire. Et c'est porté par la communauté syro-libanaise. Et je discutais avec son directeur, maintenant c'est une directrice, il y a une grosse dizaine d'années, mais je dis, vous êtes arrivé la semaine dernière et vous avez déjà ce genre d'institution parce qu'il y a une volonté farouche, parce que le modèle américain est communautaire, d'avoir leur place dans ce récit américain en tant que communauté arabe. Et donc, j'ai envie de vous dire, nous, elle serait arabo-berbère déjà, notre communauté, et surtout, elle serait, je pense, bien inspirée de comprendre qu'il n'y a pas d'anti, c'est pas antinomique d'être 100% français et 100% algérien. Et le jour où on aura fini cette psychanalyse identitaire, qui n'est pas réglée, ni pour la France, ni pour l'Algérie, ni pour les principaux concernés, on sera incontournable. Incontournable. Eh bien, alors, Naïma Yahi, nous allons essayer de vous connaître sur un plan un peu plus personnel, comme le veut la tradition dans Diasporama. Et chez vous, alors la passion pour l'histoire et la culture, eh ben, vous transpirez cette passion tout le temps, hein, dans toutes vos activités, dans toutes vos productions culturelles, artistiques. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte vous avez grandi? Où est-ce que vous avez grandi? Et est-ce que la musique et la culture, ben, c'est quelque chose qui avait une place chez vous, dans votre famille? Alors, j'ai grandi dans le nord de la France. J'ai des parents qui travaillent dans l'industrie textile et qui, malheureusement, comme l'industrie textile s'est effondrée, ont très vite été acculés à la précarité. Donc, on était une famille très pauvre, comme beaucoup de mes collègues franco-algériens là-bas. Et voilà, une famille de 6 enfants, papa et maman ouvriers. D'abord papa et puis maman plus tard. Et moi, effectivement, l'Algérie, c'est la musique. On a fait voilà, un cours d'arabe. D'ailleurs, c'était des cours d'arabe qui étaient mis en œuvre pour préparer le retour en Algérie. Donc, le mythe du retour, je le connais de l'intérieur. On nous donnait Mhm, des cours d'arabe à l'école élémentaire. Nos parents s'adressaient à nous en arabe algérien. Le seul lien, moi j'ai connu l'Algérie très tard. J'ai connu à l'âge de 22 ans. Pour moi, c'était un pays fantôme qui me manquait énormément. Pourquoi on ne l'a pas connu avant? Bah parce que on était très pauvres, donc un voyage d'une famille nombreuse, c'était inenvisageable. Et la seconde chose, et ça n'a échappé à personne, notre pays bien aimé a traversé la décennie noire qui a éloigné les enfants d'immigrés du pays d'origine des parents. Donc tout ça mhm, mis bout à bout, je n'ai vu l'Algérie qu'en 1997. Alors que c'était pas tout à fait terminé, d'ailleurs, les événements n'étaient pas tout à fait terminés. Et ce pays m'a toujours habité, même quand je ne le voyais pas. Le lien avec le pays, au-delà de la langue et des coutumes et de la culture religieuse musulmane qu'on a reçue, c'était voir mes parents émus aux larmes en entendant certains de leurs chanteurs d'exil qui avaient l'air de chroniquer leur quotidien. Les ouvriers sont mhm, des gens taiseux, ils ne sont pas du genre à se plaindre ou à raconter leurs problèmes. D'ailleurs, qui les écouterait? Donc, c'est pas des gens qui nous disaient tout le malheur, toute la douleur qu'ils pouvaient ressentir, mais euh, l'humidité des yeux de mon père ou la larme qui coulait sur la joue de ma mère quand elle écoutait ces chanteuses et chanteurs m'a beaucoup intriguée. Au début, je détestais ça parce que je les voyais tristes. Et ensuite, j'étais mhm, extrêmement touchée quand j'ai compris ce que ça représentait pour eux et que c'était presque leur voie d'expression parce qu'ils n'étaient pas lettrés. Mon père était très peu lettré en arabe, juste ce qu'il fallait pour pratiquer sa religion. Et ma mère, très peu en français et très peu en arabe aussi. Donc, c'était tout par l'oralité. Mes parents m'ont pas appris à lire et à écrire la langue arabe. Donc, ça passait par l'oralité. Et l'oralité, c'était l'oralité poétique, parce que mes parents viennent d'une culture, celle des Ouled Naïl, qui ont cette tradition des poétiques très importante mhm. de transmission. Et ensuite, par la musique de l'exil. Et je me suis rendu compte très vite que c'était commun à beaucoup de familles et que souvent, elles avaient pour seul héritage la valise en carton pleine de 45 tours du papa disparu ou de la maman disparue. Et je me suis dit, c'est ça notre trésor de patrimoine. On va pas avoir des lingots d'or ou je ne sais quoi, des villas au bord de la mer, mais on va avoir ces poésies de l'exil. Et Oui. elles me sont très chères pour cette raison-là.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la photo que vous avez en toile de fond, qu'est-ce qu'elle Oui, représente? alors je me Hein? pousse un peu, je sais pas si on voit comme Oui, ça. oui, Alors, c'est une photo de la troupe arabo-andalouse de El Moutribiya. Pour ceux et celles qui connaîtraient, c'est celle du fameux Caruso du désert, Mahidine Bashtazi. Et le maître de oui, cette troupe, c'était Shir Edmond Nathan Yafil, donc un juif d'Algérie. C'était aussi la troupe de Lili El Abbasi, le père de Robert Castel, qu'on reconnaît ici, juste là, au-dessus de mon doigt, oui, avec son tarbouche, d'accord. qui a été un membre de cette troupe qui était la plus importante de l'époque. Et on est ici sur le toit du journal parisien Le Matin en 1926, puisque cette troupe, après avoir proposé une tournée dans le sud de la France et en région parisienne, s'est arrêtée à Paris et Mahidine Bashtarzi a chanté l'appel à la prière pour l'inauguration de la mosquée de Paris en juillet 1926. euh, et donc, c'est assez extraordinaire qu'on ait trace de ce séjour parisien et de cet événement important quand on raconte l'histoire des Algériens à Paris et en France en général. Magnifique. Alors, juste avant de passer au questionnaire de Proust, Naïma, j'aimerais signaler que vous êtes impliquée par exemple, la rebaptisation de certains noms de rues, comme la rue Cheikh Harimiti, par exemple, ou place Cheikh Harimiti, plutôt une rue, Place euh, Charité, oui. place Cheikh Harimiti. Méritez bien une place, Euh, à Rémiti. voilà. Impliqué également dans des décorations officielles comme celle pour Nora et Kamal Hamadi, donc décoration de l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc ils vous le doivent à vous. Donc il y a un engagement et un investissement, j'ai l'impression, à plein temps pour redorer le blason des artistes algériens de l'immigration surtout. Alors, juste pour passer au questionnaire de Proust, Naïma, on va essayer de connaître un peu vos goûts musicaux, voilà, hein, littéraires et cuisine pour commencer. Quel est votre plat préféré, Naïma? Alors, je réfléchis. Bon, je ne vous dirai pas le couscous de ma mère parce que c'est bien sûr trop attendu. Ah, je dirais une bonne chorba afrique. Mhm. Ben oui, C'est oui, c'est le goût maternel, voilà, c'est la mama. la maman. En musique, alors? Alors, algérien ou en général? En général, bien sûr, En en général, moi général. je suis très musique classique en toute honnêteté, donc je dirais le Stabat Mater de Pergolèse, mais vous voyez, c'est loin de ma culture d'origine. Mais Oui, plus proche de nous, si je devais parler de nos artistes, je suis très très touchée par Slimane Azem. Ça peut oui, me faire pleurer. Et c'est d'ailleurs très étrange parce que c'est pour ça que je vous parlais de musique. Je pense que ma mère a dû beaucoup écouter de musique dans ce moment de grossesse quand j'étais dans son ventre parce que je peux me retrouver à fondre en larmes comme une madeleine en écoutant ses chansons, comme si c'était moi qui avais pris le bateau ou l'avion pour la France. Et donc ça, oui. c'est pas le même rapport à la musique. J'ai des goûts, on va dire, occidentaux pour la musique, mais les chansons qui me touchent, elles sont algériennes et quand elles chroniquent l'exil, elles me bouleversent particulièrement. Mhm. Voilà. En lecture, alors? Alors en C'est quoi? lecture, bah, je dirais une sœur de cœur et d'action. Je pense à Faiza Guène, qui est une écrivaine franco-algérienne très importante qui a connu le succès à 19 ans avec Kif Kif Demain, l'histoire d'une jeune Mhm. fille de banlieue issue de l'immigration maghrébine. Et c'est une écrivaine qui me bouleverse et qui m'impressionne depuis une grosse vingtaine d'années maintenant et qui raconte bien aussi ce que nous, on peut traverser. Ça me touche particulièrement. Et sinon, les écrivains américains, Faulkner, Carson McCullers, et tout le sud des États-Unis, ça me parle pas mal aussi. Voilà. Plutôt film ou série? Alors là, j'ai plus trop le temps ni pour les uns ni pour les autres. Je dirais Oui, plutôt film et qui se finissent bien parce que j'ai un petit cœur et je n'aime pas pleurer au cinéma. Voilà. oui. Vous êtes bon public, quoi. Quand il faut rire, Très vous bon. riez. Quand il faut pleurer, vous pleurez. Voilà. C'est Et ça? sinon, je dirais Louis de Funès, parce qu'on a grandi avec les Louis de Funès quand on était enfant. Et c'était le comique préféré de mes parents. Donc, rien que pour ça, je le cite, Louis de Funès. Oui.
Alors, on a parlé du sport, non? Vous avez le temps? Sport, pas sport? Alors écoutez, là non, mais j'ai Non, eu une grande passion dans ma jeunesse pour le tennis, mais là j'ai rangé la raquette, si, pour être très honnête. Voilà. très bien. Alors, la dernière question de Diasporama, qui est la question habituelle de l'émission, et qui concerne un souvenir que vous auriez rapporté lors de peut-être votre dernier voyage en Algérie ou votre tout premier voyage en Algérie. Est-ce que vous avez souvenir de ce que vous aviez emporté avec vous, de cher à votre cœur et à vos yeux, Naïma? Alors, ça va faire cliché, mais j'ai ramené un mandol que j'ai acheté à Didouche Mourad. Oui, Et voilà, c'était important pour moi et j'avais donc un bout d'Algérie à travers cet instrument. Voilà, la musique, encore une fois. toujours. Alors, une nouvelle édition du Festival Felfel cette année ou pas? Alors, cette année, on aura une version allégée à l'automne que nous préparons pour une soirée, une journée, mais nous ferons surtout une grande édition normalement l'été prochain, en 2025, puisque les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne nous ont pas permis de déployer à nouveau notre grand bal-rail du 14 juillet. Donc, nous reviendrons plus longuement l'année prochaine. Donc, je donne rendez-vous à celles et ceux qui passeraient par Paris en 2025, autour du 14 juillet, de venir danser, chanter, réfléchir, partager avec nous. Voilà. Très bien. Naïma Yahi, merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait votre diasporama à partir de Paris. Et je rappelle à nos amis visio-spectateurs qu'ils peuvent revisionner ce programme sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube. Bien entendu. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Slama. Merci à vous. Au revoir.